le reste de la définition, tu dois produire plus d'énergie que ce que tu consommes. Alors, le terme énergie, alors là, c'est le plus gros de la vidéo. Et c'est le plus gros de mes recherches, parce qu'il fallait que je détermine quelle source d'énergie. Alors, selon la définition de l'ADEME et du CSTB, moi, j'utilise ça, ce qu'on appelle le code de la construction et de l'habitation. Tu vois, moi, c'est la version 2022, d'accord? Il y a des articles qui définissent l'idée de ce que veut dire énergie. Donc, c'est de l'énergie renouvelable. Du coup, maintenant, il faut qu'on définisse ce que ça veut dire renouvelable dans la tête des gens qui ont mis ça en place. Renouvelable. Article R111-19-15 du Code de la construction et de l'habitation. Le bâtiment à énergie positive comprend une source d'énergie renouvelable au sens de l'article 2 de la loi numéro 2005-781 du 13 juillet 2005 du programme fixant les orientations de la politique énergétique. C'est-à-dire qu'on doit utiliser une source d'énergie primaire, renouvelable, telle que l'article 3 de cette même loi le définit aussi. Alors, donc deux choses, que dit cette loi POP et que veut dire énergie primaire? L'article 3, qu'on vient de citer, dit « La politique énergétique a pour objectif, dans le respect des exigences du développement durable, d'assurer l'indépendance énergétique et la sécurité d'approvisionnement du pays, de garantir la compétitivité de nos entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, de préserver la santé publique et de l'environnement, notamment en luttant contre les effets de serre, et en réduisant les pollutions atmosphériques et les risques liés au transport des matières, de maîtriser la demande d'énergie, de développer la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de promouvoir les technologies nouvelles de l'énergie ainsi que la recherche dans ce domaine. » Les énergies primaires, c'est des sources d'énergie directement disponibles dans la nature, telles quelles. Elles n'ont pas subi de conversion ou de transformation de notre... C'est une énergie qui se renouvelle naturellement. Tu vois, les plantes qui poussent, par exemple. Le bois, ça pousse tout seul. Le chanvre, l'herbe, ça pousse tout seul, c'est naturel, voilà, etc. Et c'est des sources qui sont considérées comme inépuisables. Voilà, si tu te sers de l'eau, si tu te sers de l'air, si tu te sers du soleil, c'est considéré comme une source non épuisable, puisque c'est pas une ressource qui est finie. Des ressources finies ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation infinie. Ou autrement dit, des ressources limitées ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation illimitée, donc durable. On entend par énergie renouvelable, selon cet article, l'énergie provenant de sources renouvelables non fossiles. Tout ce qui va être pétrole, gaz, c'est fossile. Sont listées telles quelles: les énergies éoliennes, solaires, hydrauliques, géothermiques, biomasse marine, les énergies de la mer, à l'exclusion des biocarburants de la première génération. Première chose, on va définir pour que ce soit clair ce que c'est que les biocarburants de première génération et pourquoi ils ne veulent pas les inclure dedans. Derrière cette définition, il y a une idée. Ce que définit la directive européenne concernant la promotion et l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et concernant les biocarburants de la première génération. Cette liste, ce sont les huiles de colza, les huiles de palme, soja, tournesol, navette. Donc là, tous ceux qui marchent à l'huile de tournesol, l'huile des friteuses, tout ça, ça marchera pour ta bagnole, ça marchera pas forcément pour ta maison. Je vais t'expliquer pourquoi ensuite. L'éthanol produit à partir de betteraves sucrières, blé, maïs et céréales. Le biodiesel produit à partir de colza, huile de palme, huile de colza, huile de tournesol, huile de navette. Je t'explique pourquoi, et c'est là l'idée sous-jacente de pourquoi les autres on les a acceptés et pas celle-ci. Dans les préoccupations du renouvelable, on pense à une définition du renouvelable en termes de durable et responsable. Responsable dans le sens de responsable vis-à-vis de la planète et responsable socialement aussi. Pourquoi? Parce que si jamais pour planter ces biocarburants, on est obligé de virer des gens de leur forêt pour exploiter leur forêt pour en faire un terrain agricole, disons c'est pas très responsable socialement vis-à-vis de ces gens-là, surtout qu'en plus cette énergie normalement est destinée à ces gens-là. Donc déjà il y a une question de illogisme, mais en plus c'est pas responsable socialement parce que tu peux pas virer des gens de leur habitat naturel pour exploiter leur terre. Là, c'est pas éthique, d'accord? C'est pas humain, donc c'est pas responsable. Et en plus c'est pas responsable vis-à-vis de la forêt elle-même, parce que la forêt elle t'apporte des besoins à toi primaires, mais elle a aussi en tant qu'être vivant le droit d'être là. On n'a pas un droit de primauté dessus universel. Genre nous sommes des hommes et nous avons le droit de spéciste unique de dire cette partie-là m'appartient, j'en fais ce que je veux. Non, il y a un respect de la nature, elle a le droit aussi d'être là, ainsi que tout l'écosystème qui est environnant. Et en plus, on en dépend. Si tu fais pas de forêt, pas d'animaux, pas de nourriture, pas de biodiversité, donc pareil, pas de légumes, pas de fruits, etc., puisque ça dépend de ça. Donc pas de nourriture, pas d'hommes aussi. Donc tu vois, on est directement liés tous les deux. Donc être responsable, c'est savoir prendre soin de ce dont on a besoin, et puis vaut mieux toujours être comme dans la vraie vie avec une personne, donc considère que la nature c'est une personne. Il faut être en bonne entente, là, elle est nous, et il faut garder un équilibre, parce qu'elle répond à des besoins aussi. Si, avec ces plantations, tu as plus de terrain cultivé
que de forêt disponible pour produire l'oxygène dont on a besoin, ben, il y a une différence, à un moment donné, un seuil de franchissement qui est pas équitable, qui va faire que nous, on va mourir, quoi. Et le reste de la nature aussi, parce que ben, s'il n'y a plus assez de production d'oxygène, ou de surface disponible pour absorber les fameux carbone, d'accord, particules carbone, bon, ben, à un moment donné, ben, ce déséquilibre, ce vers quoi on tend, ben, il va être tellement important que du coup, ben, on va être impacté directement. Donc, du coup, là, même si tu veux penser à toi, ça serait couillon de notre part de s'auto-tuer. Je m'auto-suicide, comme dirait l'autre. Maintenant qu'on a cette notion de pourquoi on n'a pas choisi ces biocarburants, ça serait pas cohérent. Donc autant l'exclure avant que ça arrive. D'accord? Comme ça, on vaut mieux éviter de problèmes avant qu'ils se présentent. C'est plus logique, d'accord? Bon, concernant cette notion de biophilie dont je t'ai parlé précédemment, en fait, ils ne prennent pas en considération la nature comme être vivant dans le but de la protéger, elle, en tant qu'être vivant, comme ayant la notion de c'est un être qui existe et qui peut y avoir des sentiments, des émotions, etc. Mais simplement en termes de toujours de gestion de ressources. Donc en fait, du coup, bah moi, je t'ai fait mon laïus de militant écolo parce que bah moi, j'ai un rapport à la nature un petit peu particulier, comme peut-être toi, mais du coup, en fait dans les textes, c'est plutôt mis comme une gestion des ressources, toujours comme ça. Donc c'est à toi de faire cette démarche si tu le souhaites, de te dire, écoute, si je considère la nature comme ayant eu aussi une souffrance végétale, comme il peut y avoir une souffrance humaine ou une souffrance animale reconnue, à ce moment-là, peut-être que tu vas aller dans cette démarche. Mais en fait, je voulais juste te dire que dans les textes, officiellement, il n'y a pas d'études qui aillent dans ce sens. En fait, il y en a plusieurs, mais elles sont jamais prises en considération. Le but, c'est toujours de gérer les ressources vis-à-vis de l'homme, et pas l'inverse. Pour le reste, ça te regarde, comme moi ça me regarde, mais sache-le, c'est pas pris en compte, donc ça sera juste une démarche volontaire de ta part ou pas. Allez, tchuss. Donc ça, du coup, quand tu réfléchis au solaire, le solaire, tu ne fais rien pousser, tu l'utilises, il est là, il est disponible. Donc pas de souci. L'éolien, c'est le vent. Pareil, il est disponible. La mer, elle est déjà là, c'est disponible, c'est durable. Forcément, tu vois, la notion, elle est facile à comprendre du coup. Maintenant, la seule truc qui est dans tout ça, qui moi me cause problème, c'est la biomasse. La biomasse dépend d'un élément physique qui a un cycle de vie trop court par rapport au soleil, la mer, le vent, pour que tu ne puisses pas prendre en considération le fait que pour produire cette biomasse, il y a un cycle à respecter, un petit peu comme les plantations de colza, il y a une surface à respecter. Là, il y a un cycle à respecter. Et si nous, en termes de temps, d'utilisation et de population mondiale et de besoins, pareil, à un moment donné, on arrive à une barrière. Moi, je considère que cette biomasse, et on est déjà arrivé à cette barrière, plus ou moins en France, on s'en rend compte avec la raréfaction de la disponibilité du bois et des granulés, d'accord? C'est un débat pour tout le monde. On se rend compte que il y a peut-être un choix éthique à faire maintenant. Beaucoup vont me crier dessus en disant c'est débile ce que je dis, je le prends comme celle, mais c'est une réflexion que je lance quand même. Disons qu'il faut faire de la prospective dans tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec cette norme. La prospective, c'est de voir plus loin. Donc disons que pour voir plus loin, on voit à 50 ans, 100 ans. C'est ça de la vraie prospective, d'accord? Et même à 20 ans. Si tu te dis qu'aujourd'hui tu investis sur un chauffage qui va marcher uniquement à la biomasse, et cette biomasse, tu détermines que c'est de bois. Si tout le monde fait pareil, il va avoir un épuisement de la ressource beaucoup plus vite que sa capacité à se renouveler. Donc du coup, on va se retrouver à une barrière où d'un côté, il y a des gens qui vont se dire « Ah oui, c'est pas bien » et puis du coup, ils vont revenir en arrière en faisant d'autres choix, et d'autres qui vont continuer d'exploiter le problème. Le même problème qu'on se retrouvait avec les histoires de biocarburants. Donc normalement, si on applique la même stratégie du durable et socialement responsable, le socialement, si on a vécu la nature dedans, autant la préserver maintenant. Pour les mêmes raisons. Ça lui sert à elle et ça lui sert à nous. Parce que on en manque déjà. Donc si on doit continuer de déforester comme ce qu'on aurait fait avec le colza pour pouvoir faire des plantations, c'est pas terrible. Parce que même si on dit qu'on plante un arbre, il faut pas 5 minutes pour pousser. Il lui faut 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça dépend du type de bois. Ou alors, allons plus loin dans l'idée, ce bois, ça peut être un bois d'un certain type pour ton chauffage, mais qui n'est pas un bois, pourtant qui a été déforesté pour mettre cette culture de bois à cet endroit-là, qui devait être normalement un petit peu diversifié, et qui ne servait pas forcément à ton chauffage, mais par contre qui servait bien à la nature. Je donne une idée bête, mais je suis pas un spécialiste du bois de chauffage, mais disons que tu vas pas le faire au baobab, ton chauffage, tu vas le faire plutôt, je sais pas moi, en pin, d'accord? Donc le pain, s'il y a que du pain, je sais pas, il n'y a pas assez de mixité dans la nature. Du coup, il faut éviter, il faut de la mixité dans la nature pour que ça soit cohérent. Donc, tu vas pas planter que des pins parce qu'on construit qu'avec du pain et puis qu'on consomme que du pain. Non, du coup, il faut aussi des baobabs. Donc, il faut pas aller couper tous les baobabs parce qu'on veut planter des pins. Tu vois, il y a aussi une certaine logique. Donc, tu vois, quand tu réfléchis au concept plus loin, je pense que cette biomasse, au sens que tu l'entends, qui serait la fibre de bois, par exemple, ne marche pas. Par contre,
chez Gramiterm, tu vois, une entreprise qu'on avait vue dans une des vidéos. C'est l'herbe des prairies. L'herbe des prairies repousse toutes les 3 semaines. Bon, bah, cette herbe des prairies, toutes les 3 semaines, on peut la recouper et la réutiliser. Je trouve que l'idée est beaucoup plus intéressante. Et en plus, on peut même participer à cette récolte. Parce que toi-même, tu tonds. Donc, on pourrait récolter peut-être les herbes de tonte pour en créer ce biocarburant à base d'herbes des prairies. Tu vois, parce que l'herbe des prairies, ça crée de l'isolation. Et quand tu la sèches, ça crée un biocarburant naturel. Mais tu vois, le cycle de vie et de production à maturité, bah, il est tellement court que ça paraît crédible. On va pas déforester pour faire des pelouses supplémentaires, mais peut-être que nous, comme on habite sur des lieux qui peuvent produire ça, avec, je sais pas moi, un environnement végétal, une toiture végétale, etc., on peut devenir des autres producteurs de cette ressource de biomasse. D'accord? Parce que bio, c'est biologique, c'est pas que du bois. D'accord? C'est biomasse, c'est une masse biologique. D'accord? Donc là, on pourrait développer d'autres choses. Donc pense-y. C'est ça l'idée. Ok? Bon, alors là, je t'ai fait une petite fiche supplémentaire. Il n'y avait pas assez de place pour la partie énergie. Du coup, on résume parce qu'il était temps. On a eu quand même beaucoup d'infos. Donc là, du coup, j'espère que tu as passé un bon moment, mais il était temps de remettre les choses dans l'ordre. Du coup, on avait dit l'énergie concernée, c'était de quel type? Primaire. Primaire, ça voulait dire quoi? Que c'était disponible dans la nature et que ça pouvait se renouveler d'elle-même. Ensuite, dans les non acceptés et qui correspondent pas du coup à cette définition, c'était le nucléaire parce que il se renouvelle pas de lui-même. Ensuite, il y avait les énergies polluantes, fossiles, telles que le pétrole et le gaz. Et les biocarburants de première génération, on a dit que ça c'était pour une autre contrainte. C'était parce que c'était pas responsable socialement. On pouvait pas enlever les gens de leur habitat naturel pour couper leur forêt par exemple. C'était pas responsable vis-à-vis de la forêt elle-même qui était aussi un être vivant qui avait le droit d'être respecté en tant que tel. Donc ça c'était la notion de biophilie. Et enfin on devait respecter un équilibre entre les émanations en CO2 et la capacité à absorber les CO2. Si on franchissait ce cap, à un moment donné, c'est nous que ça affecterait ou la nature. Du coup, on serait dans un processus de dégradation de la situation. Ok. Ensuite là on avait la partie des acceptés. Les acceptés, la définition c'était quoi? Il fallait que ce soit durable et responsable. On va définir sur la suite de la vidéo ce que veut dire durable. Mais du coup, dans cette liste, parce que toi tu as besoin d'avancer, et pour savoir ce que tu vas pouvoir utiliser chez toi, on a eu l'éolien, le solaire, le géothermique, la mer, les énergies marines, les énergies hydrauliques et ensuite la biomasse. Sauf que sur la biomasse, je t'ai fait une petite note. Effectivement, concernant le bois, il faut faire attention à sa surexploitation parce que pour pas en manquer, il faut rester équilibré. Donc là, du coup, il fallait assurer surtout une mixité parce que la monoculture du bois qui était uniquement d'un certain type ne pouvait nuire à la biodiversité, donc pouvait nuire à terme à ce schéma. Ensuite, on devait être socialement responsable avec, c'est le principe du PEFC, ça on en parlera plus loin dans la vidéo. En gros, c'était le principe de la mixité, c'était aussi ça, le socialement responsable, c'est-à-dire il y a le côté que socialement responsable, on a dit qu'on devait respecter la nature en tant que telle. La nature en tant que telle, elle est diversifiée. Du coup, il faut la laisser diversifier. Donc, il faut savoir gérer ça durablement, de façon à avoir une biodiversité respectée. Et ensuite, je t'ai fait une proposition, par exemple l'herbe des prairies, c'était pour te dire qu'il y avait d'autres concepts que la fibre de bois, ne serait-ce que pour l'isolation. Je parle pas du bois de construction, mais je te parle de l'isolation. Et du coup, il y avait des alternatives à commencer à penser. Ok, on a fait un petit résumé là. On est reparti sur la continuité de la vidéo maintenant. Durable, accroche-toi, prends un petit café, parce que franchement, ça va être nécessaire. Là, je suis un peu parti très loin, mais tu vas voir, moi j'ai trouvé ça ultra intéressant.